Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute de ce podcast BNI. On est en compagnie de Darren King, qui est économiste principal dans l'équipe d'économistes de la banque. Bonjour Darren. Bonjour Martin. Alors, on va parler de plusieurs choses, mais on va essayer de se distancer un petit peu là, de ce qui se passe au niveau global, quoique on n'a comme pas le choix de parler de l'Iran avec le choc pétrolier qui est en cours, mais j'aimerais ça qu'on se concentre plus sur l'économie canadienne, si tu veux bien. Donc, parle-nous un peu de ce qui se passe avec les exportations nettes de pétrole puis tout ça, puis comment ça peut être un atout pour le Canada, même si pour l'ensemble de la population, ça peut mener à des prix plus élevés, puis ça peut être un choc aussi pour le consommateur. Oui, bien, c'est ça. Comme tu disais, le Canada, on a la chance, contrairement à beaucoup de pays ailleurs dans le monde, d'être un producteur et exportateur net de pétrole, ce qui fait en sorte que l'impact du conflit qu'on a présentement au Moyen-Orient est beaucoup plus inflationniste que, si on veut, un impact direct sur l'économie canadienne. Donc, il y a des pays asiatiques, comme exemple la Thaïlande ou le Vietnam, où est-ce qu'eux vont manquer de pétrole. C'est un vrai choc. C'est un vrai choc économique. Donc, il va y avoir des pénuries. Il y a des premiers ministres qui demandent aux gens de porter des manches courtes pour baisser la climatisation, ce genre de choses-là. Il va y avoir des sacrifices qui vont devoir être faits. Destruction de la demande. Exactement. Destruction de la demande. Tandis qu'au Canada, ici, ben, ça va vraiment être un impact qu'on risque de ressentir plus sur les prix. Évidemment, là, on le voit présentement à la pompe, évidemment, étant donné que c'est des marchés énergétiques qui sont intégrés au niveau mondial. Donc, les prix du pétrole canadien, évidemment, sont reliés aux prix qu'on voit partout ailleurs dans le monde. Donc, ce qui fait en sorte que les Canadiens risquent de voir plus d'inflation, effectivement, mais pour certaines provinces au pays, ça va être une opportunité. Je pense évidemment à Terre-Neuve, Alberta, Saskatchewan, qui sont des producteurs importants de pétrole. Pour eux, définitivement, ça risque d'être quelque chose de porteur. Par contre, pour ailleurs au pays, ça va être inégal. Évidemment, si on est au Québec, en Ontario, ça risque de faire un petit peu plus mal au niveau de l'inflation. L'impact va être un peu moins porteur pour l'économie, évidemment. Donc, quand on se compare, on se console. C'est un peu aussi la même chose aux États-Unis, dans le sens que c'est un producteur aussi net d'énergie, donc un peu moins là, de sacrifices qui vont être nécessaires, pas de pénurie à anticiper, mais c'est un impact sur l'inflation qui va définitivement là, se faire sentir. Puis même là, si le conflit arrête du jour au lendemain, il va y avoir des impacts à long terme qu'on peut pas revirer, qu'on peut pas tasser du revers de la main. Quoique pour les États-Unis, ce qu'on peut observer, c'est que malgré la hausse du prix, il y a un incitatif à savoir si ça va être permanent ou pas, qui fait en sorte que ce qu'on appelle les frackers là, sont réticents là, à vouloir augmenter leur production. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a eu de la destruction de capacité au niveau mondial, là, au niveau de la production d'énergie, puis ça va prendre du temps avant que cette production retourne au niveau qu'on avait avant le conflit. Donc, si demain matin, si le détroit est complètement ouvert, que le trafic revient au niveau de ce qui était avant, mais premièrement, il y a du rattrapage à faire qui va prendre plusieurs mois. Ça veut dire des prix de l'énergie qui vont demeurer hauts pendant longtemps. Mais tous les autres produits aussi, dont la production est intensive en énergie, l'aluminium, les fertilisants, l'acide sulfurique pour faire les microprocesseurs pour l'intelligence artificielle, par exemple. Tout ça va avoir un deuxième impact sur l'inflation qui risque de se faire sentir plus tard dans les prochains trimestres. Évidemment, si l'engrais augmente, ben, le prix de la nourriture risque d'augmenter aussi. Donc, même si demain matin, tout arrête, c'est des effets qu'on va sentir encore probablement pour les prochains trimestres. Donc, il faut s'attendre à ce que l'inflation augmente encore. OK. Peux-tu nous différencier entre peut-être un choc de court terme versus le plus long terme? Parce que là, évidemment, on va parler de politique monétaire, comment la Banque centrale peut essayer de régler tout ça, mais les outils sont quand même limités si c'est un choc seulement lié à l'augmentation du prix du pétrole. Situe-nous un peu là, au niveau de l'inflation. Où est-ce qu'on en est, puis quelle est la marge de manœuvre? Là, Donc, ce qu'on a vu présentement, c'est que l'inflation, autant au Canada qu'aux États-Unis, a augmenté, là, les données qu'on a les plus récentes en mars. Okay. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un choc. L'inflation totale a augmenté. L'inflation de base, donc quand on exclut l'énergie, l'alimentation, donc quand on regarde vraiment l'inflation fondamentale, elle a augmenté moins qu'on pensait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc ça demande que les autres pressions inflationnistes ailleurs, dans d'autres produits, sont peut-être un petit peu moins fortes pour le moment que qu'est-ce qu'on avait anticipé. Donc ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. On part sur un pied, si on veut, autant là, au Canada, plus particulièrement, là, un pied d'une inflation un peu plus faible que qu'est-ce qu'on aurait anticipé. De toute façon, on parle de quel chiffre, là? Je pense qu'on est à 2,6 %. Là, je ne m'en souviens pas exactement là, au Canada. On s'attendait à un dixième de plus, là, je crois. Depuis là, ça se peut que je me trompe sur le chiffre exact. Là. Mais
on reste dans la marge de manœuvre de la Banque du Canada où est-ce qu'elle est confortable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. 1 et 3 %. C'est ça, exactement. Tandis qu'aux États-Unis, on est sur une inflation qui avait déjà recommencé à augmenter à partir de la fin de l'année dernière avec les tarifs, la politique d'immigration aussi américaine qui fait en sorte qu'il y a moins de travailleurs et tout ça. Donc, on a vu des pressions inflationnistes qui étaient reparties à la hausse, ce qui est le cas inverse au Canada. Donc, la Banque du Canada a plus de marge de manœuvre que, par exemple, la Fed présentement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut comprendre que le choc qu'on connaît présentement, c'est un choc d'offres. Donc, on a de la destruction de capacité. Puis, même matin, même si la Banque du Canada décidait de baisser son taux directeur, il n'y aura pas plus de pétrole qui va sortir du sol. Ça va prendre des années avant que des taux plus accommodants permettent des investissements et la création de nouveaux puits ou quoi que ce soit. Donc, ça prendrait des années. La politique monétaire est vraiment bonne pour impacter la demande. Donc, pour dire aux gens, consommez plus, consommez moins, soyez responsables. Dans ce contexte-là, augmenter les taux d'intérêt présentement, ça pourrait même avoir un effet néfaste et être complètement à l'opposé de ce qu'elle a. Exactement. Parce que l'autre risque, c'est quoi? Puis c'est un peu qu'est-ce qui est compliqué pour la Banque du Canada présentement, c'est justement le choc d'offres. Est-ce qu'il est temporaire? Est-ce qu'on est capable de voir à travers, de dire, on n'a pas grand impact justement sur cette inflation-là présentement. Si ça passe, que le conflit se résout rapidement, l'inflation devrait revenir tranquillement là, dans les prochains trimestres à un niveau acceptable. Le risque, dans le fond, c'est qu'on se retrouve un peu comme pendant la COVID où tout le monde pensait que c'était transitoire, exact. Mais plus ça dure, plus ça perdure, puis plus ça devient là, un problème. On est dans un scénario de stagflation où est-ce que l'économie ralentit en même temps que les prix augmentent, puis ça, bien évidemment, c'est le pire scénario pour une banque centrale. Pour les investisseurs. Et pour les investisseurs. Par contre, il y a toujours le risque aussi pour la Banque du Canada où est-ce qu'un choc pétrolier, s'il dure longtemps, pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, bien là, ça crée une récession mondiale. Puis même si le Canada, on est peut-être moins impacté pour l'impact direct d'un choc pétrolier, on va toujours en avoir du pétrole, c'est pas ça le problème. Mais si partout ailleurs, ça va mal, mais ça va finir par mal aller ici aussi. Donc, si la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, puis finalement, on a une récession mondiale, bien, c'est encore plus contre-productif. On est un peu pris dans l'arbre et l'écorce. On veut combattre l'inflation, mais en même temps, si c'est un choc d'offres, bien là, on n'est peut-être pas outillé pour ça. Puis lever les taux d'intérêt pour essayer de freiner ça pourrait engranger un ralentissement économique, ce qui n'est pas la bonne nouvelle. Okay. Et c'est pour ça qu'on pense que la Banque du Canada va prendre tout le temps qu'elle a de besoin, puis va essayer de voir à travers ce choc-là avant de prendre une décision de monter ou baisser les taux d'intérêt. Là, est-ce qu'on considère que la politique est accommodante? Je sais qu'on a eu quand même plusieurs baisses de taux au cours des 18 derniers mois. Légèrement accommodante. Pas énormément, surtout quand on regarde les taux d'intérêt à plus long terme. Ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Là. C'est peut-être moins accommodant que ce qu'on espérait si on est la Banque du Canada, mais définitivement, le taux directeur, lui, est en territoire légèrement accommodant. On pense qu'ils vont maintenir leur taux directeur probablement stable au courant de toute l'année. Là, on verra comment, évidemment, la situation évolue rapidement, comment ça peut changer. Donc, ils peuvent être patients dans leur approche. Ils peuvent se permettre d'être patients encore pendant quelques mois, selon nous, étant donné justement l'inflation au Canada qui avait fait des bons progrès là, dans les derniers mois. Donc, on part sur une bonne base qui leur permet d'être patients. Puis, possiblement que ça leur permettra à ce moment-là de peut-être faire une ou deux hausses de taux au début ou au milieu de l'année prochaine pour retourner en territoire neutre, étant donné qu'on est légèrement accommodant pour se permettre d'avoir des munitions si jamais il arrive quelque chose. Donc, un ralentissement ou quelque chose comme ça. Exact. Okay. En termes de taux d'intérêt de plus long terme, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Autant l'environnement économique, mais aussi l'endettement. On sait le plan Carney, tout ça, ça coûte cher. Le One Big Beautiful Bill aux États-Unis, veut pas, il y a une corrélation avec les taux aussi canadiens très étroite. Donc, qu'est-ce que vous anticipez en termes là, de taux d'intérêt? Puis ça serait quoi la résultante, évidemment, très importante pour les ménages sur les taux hypothécaires? Ouais. Bon, premièrement, si on commence avec l'impact du conflit au Moyen-Orient, on l'a déjà vu, là, les taux d'intérêt obligataires à plus long terme, 5-10 ans, autant Canada qu'États-Unis, ont augmenté. Pourquoi? Mais parce qu'on anticipe de l'inflation dans le futur, donc les investisseurs... C'est ça, exactement. Les investisseurs veulent être récompensés pour être compensés, exact, là, pour cette inflation à venir. Mais comme tu disais, il y a plusieurs autres facteurs qui font en sorte qu'on s'attend à ce que les taux d'intérêt à plus long terme demeurent quand même élevés, voire augmentent peut-être même légèrement. Premièrement, justement, toutes les dépenses au niveau fiscal, autant au Canada qu'aux États-Unis, comme tu disais, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive dans l'économie. C'est le bienvenu, définitivement, au Canada. C'est un plan qui est quand même structurel, donc ça risque de transformer l'économie canadienne. On peut être positif si la
s'ils sont capables de le mettre en place, mais ça reste quand même de l'argent qui est versé dans l'économie. Aux États-Unis, c'était peut-être un peu moins nécessaire. On a le marché de l'emploi qui était un peu plus serré qu'au Canada, donc ça risque de créer peut-être un peu plus d'inflation. Donc, on le voit définitivement sur les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt risquent d'être peut-être un petit peu plus élevés. Mais il y a aussi toute la question de la soutenabilité de la dette des différents pays. On a vu les États-Unis qui ont déjà été décotés dans les dernières années. Il y a eu des expériences comme en Grande-Bretagne où est-ce que la première ministre a déposé un plan fiscal qui a été complètement désavoué par les marchés. Je comprends que les États-Unis, c'est une plus grosse économie. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais là, la Cour suprême les force à rembourser les tarifs. Exactement, rembourser les tarifs. Tout ça fait en sorte que les investisseurs, je pense, sont de plus en plus conscients de cet enjeu-là sur la soutenabilité des finances publiques un peu partout à travers le monde. On parle du Canada, des États-Unis, mais c'est un petit peu partout comme ça, autant en pays européens qu'asiatiques. Donc, les investisseurs veulent aussi être compensés pour cette prime de risque-là. Évidemment, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et vous ne savez pas s'il va être capable de vous repayer, vous allez vouloir être compensé pour ce risque-là. Donc, c'est un peu ce qu'on observe aussi. Donc, ce qui fait en sorte que si on vient pour renouveler son hypothèque demain matin, par exemple, on ne s'attend pas à ce que la Banque du Canada baisse ses taux, à moins qu'on rentre vraiment en récession mondiale avec un choc pétrolier qui se poursuit pendant plusieurs mois. Ce n'est pas notre scénario qu'on anticipe. Donc, les taux variables risquent de demeurer essentiellement stables pendant la prochaine année. Par contre, les taux d'intérêt à plus long terme, eux, risquent d'augmenter dans les prochains mois. Donc, moi, si j'avais à renouveler mon hypothèque, évidemment, ça dépend de ton profil de risque. Est-ce qu'on est capable de prendre du fixe ou du variable? Tout ça, j'opterais probablement pour un taux fixe présentement, étant donné que il y a peu de chances d'avoir des baisses de taux. À moins que ton scénario pessimiste voit le jour. À moins, mais c'est ça. À moins, mais en même temps, est-ce qu'on veut prendre un taux variable, jouer au casino avec notre maison? Donc, le plus probable, selon nous, c'est qu'il va y avoir une sorte de résolution, une sorte de stabilisation, puis que probablement que les banques centrales n'auront pas besoin de baisser les taux d'intérêt. Mais évidemment, comme tu dis, Martin, il pourrait arriver un scénario apocalypse. Justement, rassure-nous là-dessus. Quelle sorte de croissance économique vous entrevoyez pour le Canada? Là, je pense que les chiffres sont aux alentours de 1,5% peut-être pour 2026, là, ce que j'ai vu au niveau du consensus. 2026, nous, on est un petit peu plus pessimiste pour le Canada pour cette année, mais je pense que 2026 va être un peu une sorte d'année de transition. Il reste encore beaucoup de risques là, avec le commerce international, la renégociation de la CEUM. 2027 devrait être définitivement meilleur. Mais ce qu'on voit au Canada, évidemment, l'incertitude de la demeure. Là. Évidemment, les tarifs, là, je comprends qu'on en entend peut-être un petit peu moins parler parce que M. Trump semble avoir la capacité de se concentrer sur une chose à la fois. Donc là, c'est l'Iran. On verra ce qui se passe une fois que ça s'est réglé avec le renouvellement de la CEUM qui arrive bientôt. Oui, on a entendu qu'il allait peut-être retarder ça un peu. Là, c'était prévu le 1er juillet, mais là, il semble dire qu'ils ne sont pas prêts ni au Canada ni aux États-Unis. Mais là, le gouvernement a mis en place son comité conseil et tout ça là, dans les derniers jours. Donc, on verra. Composition assez intéressante, d'ailleurs. Effectivement, un peu de tous les secteurs, toutes les allégeances politiques. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. On voit que le Canada est unifié là, sur ce front-là. Mais le plus tôt que ce dossier-là est réglé, le mieux que c'est évidemment pour l'économie canadienne. Parce que ce qui fait mal, c'est pas les tarifs eux-mêmes. Les tarifs qu'on paye présentement, le Canada, c'est minime. Là. C'est de l'ordre d'à peu près du 4% sur nos exportations. Taux effectif. Là. Le taux effectif, exactement. Sauf que quand on regarde pour certains secteurs, c'est là où est-ce que ça fait très mal. Le bois, l'aluminium, les automobiles, ça fait très, très mal. Donc, évidemment, il y a des provinces qui sont plus exposées. Le Québec, évidemment, l'aluminium, le bois, les autos aussi, ça les touche beaucoup. L'Ontario, le secteur automobile. Donc, mais l'incertitude, c'est vraiment ça qui fait mal. Donc, d'avoir une résolution au niveau du renouvellement de la CEUM qui peut se faire le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Ça va être un positif. Ça va être un positif. C'est sûr que les gens commencent à s'habituer à cette incertitude-là, mais ça reste encore un spectre qui est assez important là, avec ce renouvellement à venir-là. Mais on pense qu'en 2027, ça pourrait être définitivement plus porteur, un PIB qui pourrait augmenter de l'ordre d'à peu près 1,5%. Une autre chose qui freine aussi, évidemment, l'économie canadienne, c'est notre démographie. Là. On a eu un changement radical au niveau de la politique d'immigration. Des hauts et des bas, comme on peut dire. Des hauts et des bas. Donc, on a eu une croissance de 1,4 million de personnes en 2024. Puis là, on se retrouve maintenant en 2026 où est-ce qu'on va avoir une diminution de la population. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu là, historiquement. C'est jamais arrivé. Donc, évidemment, ça
ça vient limiter notre croissance économique. Il faut miser sur la productivité dans ce temps-là, mais ça prend du temps avant de faire des investissements nécessaires et tout ça, surtout dans le contexte d'incertitude. Ça peut être difficile. Ouais. Les taux d'intérêt à long terme qui ont moins baissé qu'on aurait souhaité aussi. Donc, pour les entreprises qui veulent emprunter pour faire ces investissements-là, c'est plus compliqué que ce qu'on l'espérait. Donc, ça, c'est un petit peu un frein aussi là, à l'investissement puis à ces gains en productivité-là qu'on aurait espéré. Donc, tout ça, ça se traduit là, par une croissance peut-être un peu plus faible en 2026. Exactement. Mais on anticipe les dépenses fiscales et tout ça là, pour relancer l'économie en 2027. C'est ça. Parfait. Écoute, en terminant, moi, ça, juste parler un peu d'immobilier. Je sais que c'est ton dada, ton day-to-day. Marché quand même assez ségrégué au Canada. On sait que Toronto, c'est pas Vancouver, c'est pas Calgary ni Montréal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois au niveau de l'activité? Bien, ça, c'est un gros changement depuis ce qu'on avait observé depuis la pandémie. Là. Avant la pandémie, on disait tout le temps que le marché immobilier, c'était plein de petits marchés immobiliers régionaux. Donc, on ne pouvait pas parler du marché immobilier, mais des marchés immobiliers. Puis, avec la pandémie, tout ça a changé. Là, tout montait en même temps, tout ralentissait en même temps partout au pays. Mais là, on recommence un peu à revenir dans cette contexte, dans cette dynamique-là de vraiment des dynamiques régionales différentes. Puis ce qu'on observe, c'est que définitivement, les marchés ontariens et de la Colombie-Britannique ont beaucoup de difficultés présentement. Puis ça, c'est malgré le fait que la Banque du Canada a baissé son taux directeur à l'automne à 2 reprises. On n'a eu aucun rebond dans l'activité malgré ça. Donc, on voit que l'incertitude continue de faire très mal. Puis dans ces marchés-là, spécifiquement, l'abordabilité demeure un enjeu très, très important. Donc, ça vient amplifier l'impact de l'incertitude. Évidemment, ça devient une décision financière qui est très, très, très importante avec des seuils d'inabordabilité comme qu'on a là-bas. Donc, si on ne sait pas si on va avoir encore un emploi, puis ça nous coûte très, très cher, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre ça sur la table, qui vont tasser ça sur la table. Donc, ça reporte des décisions de vente ou d'achat pour beaucoup de gens. Par contre, dans les marchés plus abordables, ce qu'on voit, par exemple, au Québec, en Alberta, le niveau des ventes demeure très, très bon. Là. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quand même, on est quand même optimiste pour ces marchés-là. C'est parce qu'il y a un manque de logement? Parce qu'on voit quand même que ça construit beaucoup, là, que ce soit à Montréal ou à Calgary, quand je visite, là. Bien, ça construit beaucoup. Ça construit pas assez quand même. C'est ça, donc il manque des logements. Il manque, tu sais, la pénurie de logements, ça, c'est quelque chose qu'on va encore en entendre parler pour probablement les 10 prochaines années. Là, même si là, on a une population qui diminue, il en manquait tellement, il va en manquer encore pendant longtemps. On absorbe encore Oui, c'est ça. Tu sais, l'abordabilité s'est améliorée, mais on demeure encore à des niveaux plus pires que ce qu'on avait avant la pandémie. Là. Donc, ça demeure très, très inabordable. Donc, il en manque encore toujours beaucoup. Puis là, tu sais, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les prix ont diminué dans plusieurs marchés. Donc là, si on est quelqu'un qui aurait voulu vendre sa propriété pour acheter de quoi de plus gros, laisser notre propriété à un premier acheteur, par exemple, bien là, il y a des gens, par exemple, à Toronto, où est-ce qu'ils ont de l'équité négative s'ils décident de vendre demain matin. Donc là, un peu l'engrenage vient à être bloqué. Donc, ces gens-là ne vendent pas, donc ça vient un peu bloquer le marché. Donc ça risque de ralentir probablement ces marchés-là pour les prochaines années, même le temps que cet engrenage-là reprenne là, tranquillement. Donc, on est un petit peu moins optimiste pour ces marchés-là. La construction aussi, les chiffres sont pas trop mauvais. Là. Tu sais, quand on regarde Alberta, Québec, les Maritimes, mais en Ontario, c'est très, très, très difficile. Le marché du condo neuf qui est complètement à terre. Donc, le temps que les promoteurs revoient un peu leur modèle d'affaires, moins investisseurs, plus pour les familles, ça va prendre, évidemment, ça prend du temps, là, mais ça veut dire aussi probablement des marges plus faibles. Plus les unités sont grosses, moins c'est intéressant en termes de marge, généralement, pour les producteurs. Donc, ça va être probablement seulement les plus gros, les plus importants qui vont être capables de continuer à opérer ou du moins qui vont être autant profitables puis être capables de sortir leur épingle du jeu. Donc, il y a des défis encore beaucoup là, à ce niveau-là pour la construction neuve. Donc, l'abordabilité, ça va demeurer un enjeu, selon moi, encore pour encore plusieurs années, malheureusement. Bon, intéressant et on va sûrement pouvoir en reparler au cours des prochaines années. Bien, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Darren, merci beaucoup de ta participation. Et pour vous à l'écoute, on se reparle le mois prochain. Bonne journée. Merci beaucoup.